Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantine, c'est un numéro européen. Nous allons revenir sur le quart de finale aller entre le FC Bâle et l'OGC Nice, un match nul, 2 buts partout, un peu doux amer, un résultat peut-être positif, en tout cas qu'on va essayer de choisir de voir de manière positive d'ici le match retour jeudi prochain, et un scénario, un contenu qui nous laisse quand même bien des regrets, encore une fois avec l'OGC Nice. Décidément, les semaines se suivent et ça commence un peu à se ressembler, mais pas pour le meilleur. On va parler de tout ça, évidemment. On va un peu parler aussi de nos chances de qualification, de l'effectif aussi, l'infirmerie, beaucoup, je pense. Il est avec nous après avoir fait un magnifique direct commenté hier. C'est Pancho. Salut Pancho, comment ça va ? Salut Sky, écoute, ça va très bien, ravi d'être dans l'Aventinissa pour parler de ce match, il y a pas mal de choses à dire. Avec nous également l'homme des grandes affiches, en tout cas l'homme des soirées européennes, souvent, et puis il va nous apporter son œil tactique aiguisé. C'est Bertigno. Salut Bertigno, comment ça va ? Salut, bah écoute, ça va super aussi, content de parler de ce match, en espérant du mieux rapidement pour l'OGC Nice. Bon, vous avez bien vu, on essaye d'être positif, mais le ton est lancé tout de suite par Bertigno. On espérait mieux, alors peut-être pas niveau résultat, encore que, messieurs, on va en parler, mais niveau fond de jeu, de toute façon, on reste quand même sur une série de matchs sans victoire, et même de matchs nuls, hein, si on occulte cette défaite face au Paris Saint-Germain sur la scène européenne. Heureusement, il y a eu cette victoire face à Tiraspol, mais sinon ça remonte au derby face à Monaco en championnat. Donc c'est très très peu de points, ou en tout cas très peu de victoires à se mettre sous la dent pour les hommes de Didier Digard. Bon, il y a plusieurs causes à cela, et je vous propose peut-être de commencer par la composition d'équipe face au FC Bâle, parce que je trouve qu'elle va nous éclairer sur deux choses dont je vous propose de parler, en tout cas de débattre, parce que je suis pas sûr qu'on soit nécessairement d'accord pour une fois. Donc à la fois les choix de Didier Digard, et aussi les limites de cet effectif, parce qu'effectivement beaucoup de blessés qui ont conditionné certains choix du coach niçois, forcément. Donc hier, en tout cas au départ, au coup d'envoi, Kasper Schmeichel dans les buts, Rosario qui évoluait dans un rôle de latéral droit, Todibo Dante en charnière centrale, Ayoub Amraoui sur le côté gauche, un milieu de terrain, Youssouf Ramsey Boudaoui, devant Thuram dans cette position toujours hybride, un peu milieu de terrain, mais qui penche vers la gauche. La borde à droite, Mofi en pointe. Messieurs, je vais commencer de manière très crue et très cash de toute façon. Cette composition d'équipe, très clairement, je pense qu'elle fait rêver personne, et certainement pas nous, et certainement pas les supporters niçois en tout cas. Mais pour vous, compte tenu des blessés, est-ce qu'il y avait vraiment mieux à faire, que ce soit au niveau du système tactique ou du choix des hommes, pour Didier Digard hier soir ? Pour moi, le seul choix euh, au début de la rencontre qui posait question, surtout par rapport au dispositif choisi, parce que on a commencé à 4 derrière avec un Youssouf assez hybride, qui bougeait pas mal, qui venait redescendre un peu dans la charnière, c'est Ayoub Amraoui. C'est-à-dire qu'on l'a surtout vu dans une défense à 3, dans un rôle beaucoup plus libéré offensivement. Là, on le voit titulaire sur un quart de finale de Coupe d'Europe, à l'extérieur, Après un alors que... mois avec du temps de jeu très réduit en plus, si je dis pas de bêtises. Exactement. En fait, ça pose la question de sa gestion. On lui a donné de la confiance, on lui a donné quasiment aucune minute à jouer. Tout ce qu'on peut penser sur Melvin Barr, eh bien malgré tout, il apporte peut-être un peu plus de garantie, un peu plus d'expérience aussi. C'est pas sa rentrée qui dira le contraire. Mais au vu des forces en présence, je comprends la titularisation de Rosario latéral droit, au vu des dernières sorties d'Antoine Mendy. Et puis Rosario n'a pas été le pire hier soir, loin de là. Une bonne rentrée face à Paris, peut-être qu'il a aussi joué dans le choix de Didier Digard. C'est possible, mais honnêtement, dans le choix des hommes, je vois pas ce qu'il aurait pu faire de plus ou de mieux. Et puis tactiquement, il a voulu, je pense, rester aussi sur la bonne période, la deuxième période du Paris Saint-Germain, dans un dispositif avec 4 défenseurs, même si ça a pas mal bougé, notamment avec Youssouf. Donc honnêtement, de prime abord, pas grand-chose à reprocher à Digard là-dessus. Bertigno, avant de parler d'éventuels reproches à Didier Digard, parce que bon, il y a
la question du latéral gauche, hein, et on en parlera lorsqu'on parlera de la physionomie du match. Je pense que le débat est encore largement ouvert à ce poste-là. Il le restera jusqu'à l'arrivée d'une recrue au mercato estival. En tout cas, on espère que cette fois, ça sera la bonne. Pas de Lotomba, pas d'Atal, pas de Pépé, enfin beaucoup d'absents qui auraient pu prétendre à une place de titulaire. Pas de BK, hein, qui a pu dépanner aussi au poste de latéral droit au final. À part l'interrogation sur le poste de latéral gauche qu'a soulevé Pancho, est-ce que Didier Digard avait vraiment le choix des hommes, et est-ce que pour toi le système tactique choisi, finalement un système tactique qui n'est pas frileux non plus, mais essayait peut-être d'être un peu équilibré. En tout cas, ça ressemblait un peu à celui, comme le disait Pancho, utilisé contre le Paris Saint-Germain, face à un adversaire qui est pas vraiment du même calibre, même si c'était à l'extérieur. Enfin, comment est-ce que tu interprètes la préparation de ce match et la copie proposée par le coach niçois au coup d'envoi? Non, bah, je pense que Didier Digard, il avait quand même des options limitées parce que, bon, déjà, à droite, il y avait que Mendy ou Rosario. Mendy qui restait sur un match très compliqué face à Paris, donc le choix de Rosario me paraissait pas déconnant, honnêtement, et je l'ai pas trouvé, comme l'a dit Pancho, il n'a pas été forcément bon, mais c'était pas le plus mauvais non plus hier soir. Côté gauche, Amraoui, c'est vrai que ça pose question. Alors, est-ce que Melvin Barr n'était pas à 100%? Est-ce qu'il y avait des choses, voilà, au niveau physique qu'on ne connaissait pas? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est vraiment les choix qui posent problème, on va dire. Après, voilà, il y a beaucoup d'absents, notamment que des joueurs de côté. Donc ça pose aussi beaucoup de problèmes dans notre animation parce que Digard, à son arrivée en poste à Nice, c'est vrai qu'il a beaucoup misé sur la fixation du jeu sur les côtés pour renverser et ensuite chercher l'axe ou la profondeur. Et là, il n'a pas cette possibilité-là. Donc la compo et le système de base, on va dire, le système en 4-3-3, ça me paraissait plutôt cohérent, ça donne un équilibre, c'est un système, on va dire, assez classique. Hmm. Donc ça me paraissait plutôt cohérent, j'ai pas trouvé ça déconnant et les options étaient limitées de toute façon, donc non, c'était assez logique, on va dire. Vraiment juste les choix sur les latéraux, ça peut se discuter, mais c'est pas non plus scandaleux. On va aborder le sujet quand même pour le poste notamment de latéral gauche. Alors, le club n'a pas réussi manifestement à faire venir un latéral au niveau, en tout cas, requis pour les ambitions de l'OGC Nice au mercato d'hiver. Alors, on peut entendre que c'est compliqué au mercato d'hiver d'attirer le bon profil. On se réserve peut-être pour l'été prochain, éviter de se coincer avec un joueur supplémentaire dans l'effectif pour dépanner juste quelques mois, voire même quelques semaines. Par contre, dans l'effectif niçois et même sur le banc, hier, il y avait un latéral gauche de plus, c'est Joe Bryan, qu'on a pu voir notamment en Coupe d'Europe en phase de poule, hein, auteur d'un but, notamment, même si c'est peut-être anecdotique. Enfin, selon vous, aujourd'hui, Joe Bryan, il est là pour faire le nombre quand il est là. Mais quand tu préfères aligner Ayoub Amraoui, qui c'est pas une critique pour lui, il est très jeune, il a déjà montré, je pense, plus cette saison que ce qui était prévu au départ, en tout cas dans le groupe pro. Mais pour reprendre le mot de Pancho, pour la gestion de ce poste-là, en fait, aujourd'hui, en persistant avec les deux mêmes joueurs, voire même beaucoup le même joueur ces derniers temps, la personne de Melvin Barr, et ben, en réalité, là où tu as un poste qui ne fonctionne pas avec que ce soit l'un ou l'autre joueur, bah, tu as du mal à ressortir Joe Bryan de derrière les fagots. Je veux dire, on n'aurait pas pu le titulariser là parce qu'il avait plus de temps de jeu depuis je ne sais pas combien de mois. Il n'est pas nécessairement meilleur. Est-ce qu'il est plus mauvais? Enfin, pour vous, est-ce que Joe Bryan, on a une chance de le revoir, à part pour faire du turnover dans les 10 dernières minutes et gratter 30 secondes de temps additionnel, ou enfin, parce que moi, je trouve que la question se pose à un poste où, au final, vu que personne n'apporte satisfaction depuis le début de la saison, ça tourne, mais ça tourne plus avec lui. Je vois pas trop l'intérêt de lui faire confiance. Alors ça va être dur, hein, ce que je vais dire, mais pour moi déjà il est encore dans l'effectif, sans doute parce qu'on n'a pas réussi à le bazarder cet hiver, tout comme Sorensen. Et je comprends le fait de ne pas le voir jouer, non pas par rapport à ses performances et ce qu'il peut apporter, mais par rapport à son inscription dans le projet. C'est un joueur en prêt
qui n'a pas d'option d'achat. On sait pertinemment que l'année prochaine, il ne sera plus avec nous. Est-ce que tu fais le choix de faire jouer en alternance 2 jeunes joueurs sur ce poste-là qui prennent de l'expérience et qui prennent des minutes, ou est-ce que tu préfères faire jouer un mec un peu plus âgé? Faut pas avoir la mémoire courte non plus, mais depuis qu'il est chez nous, il a pas fait non plus des masterclass, loin de Non. là. Avec un niveau incertain. Alors, on pointait aussi, en Europa League, en Conference League aussi, ses qualités défensives qui étaient assez faibles. Moi, je comprends cette gestion-là et même si Amraoui, hier, ça ne l'a pas fait, il est sorti à la mi-temps, on y reviendra. Je comprends l'idée, tout comme le fait de voir moins Barclay. Ça réclamait aussi, notamment sur Twitter, un peu plus de Barclay. Alors, effectivement, il a peut-être certaines qualités que d'autres n'ont pas, mais je pense qu'il s'inscrit pas dans les 2-3 prochaines saisons au sein de l'OGC Nice. Et ça compte aussi dans l'effectif. Alors, je suis d'accord avec toi pour la question de, et je le dis moi-même souvent, donc je vais peut-être pas être hypocrite à ce point-là. C'est vrai que capitaliser sur un joueur pour qui enfin, tu n'as aucun intérêt à l'avenir, ce n'est pas, bah, voilà, c'est pas dans le projet, bien entendu. La comparaison avec Barclay, je suis un peu moins d'accord dans le sens où Barclay, à son poste, tu as quand même des joueurs que tu as envie de voir et qui sont performants aussi, hein. Peut-être qu'ils pourraient avoir davantage de minutes, mais ça serait au détriment de joueurs qui donnent satisfaction. Là, la question que j'ai envie de te poser et que je pose par ricochet à Bertigno, c'est d'accord, mais est-ce que pour toi, les 2 joueurs qu'on a aujourd'hui au poste de latéral gauche, tu comptes vraiment sur eux pour la saison prochaine? Est-ce que Melvin Barr lui-même ne va pas être bazardé, ou en tout cas ne va pas être placé sur la liste des transferts en espérant une belle offre pour lui comme pour nous? Est-ce que Ayoub Amraoui va vraiment être dans la rotation en tant que numéro 2 la saison prochaine, ou est-ce qu'il va continuer à gratter des petites minutes entre la réserve et l'équipe pro? Parce que moi, j'entends l'argument de dire ça sert à rien de faire jouer un joueur qui sera plus là la saison prochaine, mais en fait, quand ces 2 concurrents au poste ne sont pas meilleurs, sont en déficit de confiance, et que je pense se pose aussi la question de leur avenir à l'OGC Nice. Je dis pas qu'il fallait titulariser Joe Bryan hier, parce que on aurait eu le même problème qu'avec Amraoui, c'est-à-dire lancer un joueur qui avait plus de temps de jeu dans les pattes. Mais par contre, son blacklistage du moment qu'il reste et que tu n'as pas réussi à recruter un remplaçant digne de ce nom au mercato d'hiver, est-ce que est-ce qu'il n'aurait pas mérité d'être un petit peu moins au bout du banc? Est-ce que dans ses prestations, Sky, Joe Bryant t'a déjà convaincu? Non, c'est ni le meilleur ni le pire des latéraux gauche, hein. Enfin, pour moi, les 3 ont des profils différents, mais leur niveau est assez interchangeable. Mais du coup, pourquoi Joe Bryan? Enfin, bon, l'argument, je l'entends, et la logique du club, c'est probablement celle-là, mais je trouve que maintenant que tu as 2 joueurs qui ne donnent plus satisfaction, et en fait, tu t'es bloqué la possibilité d'espérer que le troisième soit vaguement meilleur et puisse réussir un centre, peut-être accessoirement aussi. C'est dommage, mais bon, je serais bien, encore une fois, hein, je serais bien hypocrite de dire qu'en fait, on aurait dû faire jouer Joe Bryan davantage, parce que, comme tu le disais, en fait, il aurait dû partir cet hiver et on aurait dû recruter un latéral pour être titulaire. Bertino, je pense pas qu'on passe autant de temps sur Joe Bryan, désolé, mais ton avis sur la question, parce que j'ai vu que son nom est ressorti pas mal dans nos fils Twitter, du coup, depuis hier. Alors, oui, il y a l'argument gestion d'effectifs, club, tout ça, mais au final, tant qu'il est là et que les autres ne donnent pas satisfaction, pourquoi ne pas lui laisser sa chance de nous décevoir également? Parce que justement, il est peut-être pas meilleur que les autres non plus. Donc pour moi, ça n'a pas d'intérêt de faire jouer un joueur qui n'est pas meilleur que ce que tu as au poste et sous contrat au club. Heu, Après, en plus, il y a le fait qu'il soit un petit peu à court de forme. Je sais pas combien de temps ça fait qu'il n'a pas joué, mais plusieurs mois. Donc tu as un joueur qui est à court de forme dans un match aussi important qu'un quart de finale de coupe d'Europe. Je comprends la logique de ne pas le faire jouer, et de miser sur les éléments que tu as au club. Et aussi mentalement, on n'a pas ces connaissances-là. Est-ce que mentalement, Joe Bryan est toujours impliqué au sein du projet? Est-ce qu'à l'entraînement, il donne satisfaction? Ça, c'est des données qu'on n'a pas, et moi, je fais confiance à Digard dans ses choix. Si Joe Bryan ne débute pas les matchs ou n'a pas plus de temps de jeu, c'est qu'il doit y avoir
au-delà de la stratégie du club pour les saisons à venir, je pense qu'il doit y avoir aussi, sur le plan sportif, des garanties qu'il n'offre pas plus que les concurrents au poste. Bon, Didier, tu as bien compris, hein, on ne te demande pas de titulariser Joe Bryan au match retour jeudi prochain. Ne nous fais pas cette frayeur-là, mais espérons que ce soit Ayoub Amraoui ou Melvin Barr, on ait un match d'une qualité un peu supérieure à celui qu'on a pu voir hier au Parc Saint-Jacques. Messieurs, commençons le match. Du coup, l'OGC Nice qui est rentré assez difficilement dans son quart de finale. Je ne sais pas si on peut dire qu'on a été tétanisé par l'enjeu. J'irai peut-être pas jusque-là, mais j'ai quand même eu l'impression, mais c'est vraiment mon sentiment personnel, qu'en fait, on ne savait peut-être pas trop comment aborder ce match. On se demandait, il y a peut-être eu un round d'observation entre les deux équipes. Est-ce qu'on devait y aller franco pour aller chercher l'ouverture du score et un premier but et risquer de se faire contrer par une équipe de Bâle qui a montré qu'elle était assez à l'aise pour prendre les espaces et en transition rapide. Est-ce qu'on a eu du mal à assumer notre statut de favori peut-être, mais voilà, au début du match, on a quand même senti qu'on était davantage sur une qualité de jeu qui ressemblait à la deuxième mi-temps face à Angers que sur les meilleurs moments qu'on a pu voir face au Paris Saint-Germain, l'Alliance Riviera. Moi, je trouve qu'on est vraiment rentré difficilement dans le sens où, comme tu dis, j'ai l'impression qu'on a voulu prendre un peu la mesure du rythme, un petit peu le tempo de ce match-là. Et à l'inverse, Bâle, eux, ils nous sont rentrés dedans directement, donc ils ont mis beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme dans les courses et les transmissions, donc ça nous a mis un petit peu sous pression et on a eu du mal à réagir. Vraiment, pendant une demi-heure, c'était très très compliqué, donc ouais, un match difficile, un début de match difficile. Après, au niveau physique, je sais pas non plus s'il y avait beaucoup de fraîcheur de notre côté ou les séquelles du match contre le PSG. Ouais, on n'était pas dedans. On n'était pas dedans, énormément de déchets techniques, des joueurs qui rataient des passes, des contrôles comme Boudaoui, alors que c'est le joueur le plus propre de notre effectif. Euh, Effectivement, Bâle, sans être ultra dominant, a mis de l'intensité et a joué un quart de finale de Coupe d'Europe avec leurs armes. Voilà, beaucoup de vitesse, beaucoup de verticalité, avec un Diouf au milieu de terrain qui a été très bon. Et nous, eh bien, comme régulièrement, trop régulièrement, on a été dans la réaction. Voilà, on a été menés. Ils sont venus concrétiser, on va dire, un petit temps fort. On fait encore des erreurs individuelles sur lesquelles sans doute on reviendra. Mais sur cette première mi-temps, c'est vraiment le fait de ne pas avoir été à l'initiative, de ne pas avoir été précurseur, moi, qui me gêne. Je suis pas sûr que ce soit une affaire de pression ou de tension. Quand tu joues au Vélodrome ou quand tu joues à Bollaert, c'est exactement pareil. Mais on n'est pas rentré, on a attendu d'être en difficulté et mené au score pour commencer à rentrer un peu dans le match. Parlons-en de l'ouverture du score, du coup, que tu mentionnais, Pancho, donc ouverture du score sur penalty, faute de Jean-Claire Todibo, qui se fait déjà un peu prendre de vitesse dans son dos. C'est assez inédit déjà pour Jean-Claire, et puis alors vous allez me donner votre avis, hein, mais qui va jouer ce duel à l'épaule, mais en étant derrière, donc en sachant pertinemment que si le joueur tombe, c'est penalty. Ben, ça n'a pas manqué. J'ai pu lire certaines réactions qui trouvaient ça sévère. Moi, je trouve qu'il y a penalty et il est méga évident. Il est assez étonnant de la part d'un joueur habituellement propre et intelligent comme Jean-Claire Todibo, mais peut-être aussi symptomatique de ses dernières sorties depuis son retour du rassemblement de l'équipe de France, qui sont quand même à un niveau bien inférieur à ce qu'on pouvait le voir faire avant sa première sélection. À Angers, à 10 centimètres près, il provoque un penalty. Hein. Faut pas oublier cette action-là. Et il est dans une période un peu creuse. Euh, voilà, des prestations compliquées. Et là, il fait des erreurs. Et pour revenir juste sur le but en question, alors déjà, il y a un problème d'alignement déjà sur la ligne défensive. Alors, je ne sais pas exactement qui c'est qui couvre. J'ai pas vu l'action au ralenti, mais il y a eu plusieurs situations de ce type où à chaque fois qu'il y avait une prise de profondeur de balle, on était en difficulté, surtout du côté d'Amraoui.
D'ailleurs, je me demande si c'est pas lui qui couvre Je crois que c'est cette. lui. C'est ok. Bon, c'est pas étonnant du coup. Et puis Todibo, donc il y a faute, il y a 100% penalty. Je comprends même pas pourquoi il y a débat là-dessus. Mais j'aurais tenté. Enfin après, c'est facile de le dire après, hein, facile de l'analyser dans le canapé. Hein, mais laisse passer ton défenseur et donne une chance à ton gardien de faire un exploit. Seulement derrière, il y a Schmeichel. Voilà. Est-ce que s'il y avait un autre gardien, Todibo aurait fait ça? Voilà, vaste question. Ouais, je pense que ouais, la faute, elle y est clairement. Parce que déjà, il arrive derrière Dan N'Doye. Il y a un petit mouvement de bras aussi qui vient confirmer l'impression visuelle de l'arbitre. Donc ça joue aussi. Mais Todibo, c'est pas la première fois que dans ses interventions, il met un peu trop d'énergie au duel. Donc ça va falloir aussi qu'il contrôle un petit peu mieux. Un peu trop d'engagement par moment. Et comme tu disais, Pancho, au niveau de l'alignement, plusieurs fois on s'est fait prendre sur des longs ballons sur ce type d'action-là. Amraoui est encore très jeune et en termes de placement et de gestion des espaces, c'est très compliqué pour lui. Il a beaucoup à apprendre sur ce plan-là. Donc ça nous a coûté cher hier, hein, vraiment, il y a pas mal d'actions verticales comme ça qui sont arrivées et nous ont mis en danger. Donc non, c'est dommage d'avoir pris cette occasion-là et cette ouverture du score sur une situation pareille. Après, Pancho, tu disais peut-être que Todibo aurait dû laisser un petit peu plus filer pour emmener N'Doye en duel face à Schmeichel. C'est compliqué. Pour moi, il doit intervenir, mais mettre moins d'engagement. Parce que bon, laisser filer quand même un attaquant face au but, c'est toujours délicat. Et on lui aurait reproché de ne pas être intervenu, mais voilà, c'est pas simple. En fait, pour moi, en plus de Todibo qui met trop d'engagement, l'erreur, elle est à la base. Tu dois pas être aligné comme ça. Tu dois pas laisser ce joueur partir et prendre cet espace-là. Donc tu payes des erreurs que tu fais dans le jeu et ça se répercute de cette manière-là. Un petit problème en défense, de toute façon, hein, on a commencé à en parler, que ce soit voilà, Todibo qui est un peu moins impérial, la question du latéral gauche, le latéral droit, bon, Rosario a pas été formidable, mais a pas été fautif non plus particulièrement, quoique, peut-être qu'on en reparlera quand on évoquera l'égalisation de cette équipe de Bâle, mais globalement, on sent une défense qui était quand même notre principal atout, y compris quand les choses allaient mal en première partie de saison, cette défense de fer qui nous a permis aussi d'aller récupérer des points, que ce soit au Vélodrome, à Lens ou même le derby face à Monaco, même si le score est un peu plus large, mais dans les temps faibles, on savait faire le dos rond, ce qui nous permettait après d'exploiter au mieux nos temps forts. Là, on prend quand même davantage de buts, des buts à chaque match, hein, à part Tiraspol, et encore Tiraspol là-bas. Ça commence à remonter. On a plus le loisir de pouvoir gagner des matchs 1-0 ou 2-1 du coup, et on perd beaucoup de points. La même chose, hein, on peut dire que les 2 buts, c'est quand même sur 2 erreurs de marquage et d'alignement assez énormes. Pour vous, est-ce que c'est du coup la désorganisation de la défense, parce que forcément avec des latéraux, que ce soit à gauche ou à droite, qui se blessent assez souvent, ou en tout cas où il y a un turnover important, c'est compliqué d'installer, enfin de pérenniser cette sérénité-là. Est-ce que c'est un Kasper Schmeichel qui est aussi un peu moins efficace, qui ne fait plus l'arrêt ou les 2 arrêts dans le match qui nous permettaient de rester devant? Est-ce que c'est notre charnière centrale qui a été impériale toute la saison et qui commence à tirer la langue un peu? Enfin, là, je trouve qu'on est quand même sur une série de matchs où on peut constater que c'est pas juste l'errance d'une seule rencontre, et où on sent très clairement que ce qui était le point fort de l'OGC Nice commence non pas à si de facto un peu nous pénaliser, mais en tout cas sans attendre un niveau abyssal, commence à coûter des points dans des situations clés comme celle-là. Mais déjà, tu as précisé quand même quelque chose de très important, c'est que même quand ça allait mal, c'était une des seules garanties, si ce n'est la seule garantie que l'OGC Nice avait, sa charnière centrale et le fait qu'il encaissait malgré tout peu de buts au vu du classement qu'on avait sous Favre. Je pense que c'est un peu de tout. Effectivement, les absents, ça coûte énormément. Quand tu démarres avec Rosario et Amraoui, c'est pas tes titulaires, donc les repères ne sont pas les mêmes, surtout dans une défense à 4. Kasper Schmeichel, on y reviendra peut-être plus en détail sur le deuxième but.
Mais autant il y a quelques semaines, on parlait d'un renouveau, il avait été aiglon du mois 2 mois consécutifs ou quelque chose comme ça. Là, On a retrouvé celui du honnêtement, début de saison, là, hein, très ouais, clairement. je veux pas faire une fixette, mais clairement, sur le deuxième but, il a sa part de responsabilité. Et puis je pense qu'il y a aussi la réussite. Tout simplement, je prends l'exemple du match à Lens, on le gagne 1-0, on est très solide, mais aujourd'hui, peut-être que la frappe de Seko, ben, elle taperait plus la barre, tu vois, elle Mm. irait sous la barre. Je pense que aussi on sort un peu de cette période un peu où on marchait sur l'eau, voilà, et ça fait mal. Ça fait mal parce qu'on sort de 5 matchs sans victoire, série en cours en championnat, 4 matchs nuls, une défaite. Là, c'est un match nul en Coupe d'Europe qui est plutôt un bon résultat, mais dans le contenu, voilà, on prend des buts et des erreurs qui se répètent. Voilà, le deuxième but, il me fait penser à celui de Nantes Mm. aussi, régulièrement sur des centres, des erreurs de marquage. Et c'est surtout le fait d'être friable. On est friable. On concède peu, mais on encaisse beaucoup. Et ça, on n'ira pas loin en Coupe d'Europe et on n'ira pas viser les places européennes en encaissant autant de buts comme en ce moment. Bertigno. Non, mais je suis d'accord avec tout ce qui a été dit et c'est vrai que, bah, pour avoir joué au poste, de défenseur central, quand tu es aligné avec tes défenseurs, latéraux, c'est hyper important. C'est le poste où tu as besoin de plus de garantie, d'automatisme, parce que c'est fait au millimètre à chaque fois, sur chaque occasion, que ce soit offensivement ou défensivement, tout est réglé au millimètre et quand tu as trop de turnover, sur les postes de latéraux, bah, tu perds des repères et si tu regardes les équipes les plus solides défensivement, il y a très peu de changements défensivement. Il y a souvent une ligne de 4 ou de 5 selon ton système. Mais c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un poste où les automatismes, c'est clé. Et aujourd'hui, on n'a pas cette garantie-là. Donc forcément, ça nous coûte des points. Ça, c'est une évidence. Et puis, comme l'a dit Pancho, bah, tout simplement, on est moins en réussite. Avant, on marchait sur l'eau, on avait une réussite dingue sur tous les plans. Aujourd'hui, ça s'équilibre, on est plus en difficulté. Schmeichel ne fait pas les arrêts miraculeux, Dante et Todibo ne font pas des retours au dernier moment, le petit pied qui vient bloquer la frappe ou le crochet. Donc voilà, à nous de travailler pour retrouver cette confiance défensive qui faisait notre force. Et puis ça va s'arranger, je l'espère en tout cas, dans les prochains matchs. Par contre, il y a un secteur de jeu qui refonctionne, en tout cas par rapport à, à la série de matchs allés, ça n'a rien à voir, rien à voir du tout, même symbolisé par un homme et puis par le dernier arrivé, hein, du coup, au mercato hivernal. C'est Terem Moffi, évidemment, auteur d'un doublé. Bon, Terem Moffi qui aime quand même beaucoup plus jouer à l'extérieur avec l'OGC Nice qu'à l'Alliance Riviera, en tout cas qui est beaucoup plus prolifique. Je crois que c'est 7 buts en 11 matchs et donc 7 buts sur les 8 derniers matchs, même avec l'OGC Nice, un doublé encore avec un deuxième but tout simplement somptueux, candidat au plus beau but de la saison en Conference League et très certainement très certainement plus beau but de l'OGC Nice cette saison. Il y a match quand même, on a eu quelques golassos depuis le début de la saison. Mais du coup, voilà, Terem Moffi qui nous remet dans le match. Alors, peut-être pas à lui tout seul, c'est lui qui marque les 2 buts, mais on notera que Gaëtan Laborde est à chaque fois, c'est à chaque fois lui qui touche le dernier ballon avant, une fois passeur décisif et une fois c'est sa frappe sur le gardien qui revient dans les pieds de Terem. On sent que cette association entre les deux, elle marche vraiment. C'est pas pour le taper dessus, parce que de toute façon, si je le fais, Bertigno va me reprendre immédiatement. Mais bon, bizarrement, ça arrive au moment où Nicolas Pepe n'est plus dans l'équation. Jack, voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de notre numéro 9 et puis globalement de l'animation offensive sur cette rencontre? L'arbre qui cache la forêt, selon moi. Il a été très performant. Il a négocié 16 ballons hier soir. Je sais pas si on se rend compte. C'est rien du tout. Mais Il c'est a dans ses mis. standards. Ouais, ouais, non, mais même à Lorient, il en touchait pas plus, hein, peut-être allez, une Non, dizaine de c'était plus, entre 15 et 20. entre 15 et 20. Donc, c'est dire l'efficacité dont il a fait preuve hier soir. Maintenant, offensivement, on n'a pas montré grand-chose non plus, hein.
On s'est procuré effectivement quelques situations. 10 tirs, La 4 bo- cadrés, c'est à peu près équilibré avec balle, 11 tirs, 5 cadrés. Voilà pour la minute stat. Alors, effectivement, il y a eu des occasions. Laborde qui en a deux en deuxième mi-temps, la frappe de Thuram en première mi-temps. Je ne sais pas comment il fait pour ne pas la cadrer. Mais euh, on n'a pas eu vraiment cette inspiration, ce décalage, cette création d'occasion en fait. Il y a eu peu de mouvements offensifs. Forcément, quand t'as des joueurs bon, comme Laborde, hein, c'est compliqué de lui demander de percuter, de déborder, etc. Ses qualités s'expriment ailleurs. Mais j'ai pas senti vraiment de l'ambition dans le jeu prôné. Et voilà, ça englobe un peu ce qu'on disait au départ, c'est le contenu global. C'est aussi une qualité défensive incertaine sur ce match-là, mais offensivement, on n'a pas été, on n'a pas été transcendant et on a manqué d'imagination. Nombre de ballons, longs ballons envoyés, les cachous que prenait Mofi, honnêtement, il me faisait de la peine à chaque fois. Je me disais, mais c'est ça donc le football de l'OGC Nice. Non, on doit être capable de proposer mieux, de jouer au sol, chose on a très peu fait. Néanmoins, pour rester sur du positif, Mofi, incroyable. But de Renard sur le premier but, et puis le deuxième, Le geste est fou, hein, le, le- l'équilibre le du geste est geste, tout fou. ça, dans un petit espace, hein, parce qu'il n'est pas Le, non plus seul. tout, Donc, la passe de la board, elle est parfaite. Le dosage, il est parfait. Et puis, ce que fait Mofi, la rapidité d'exécution, l'agilité dont il fait preuve, il prend le ballon, mais plein pied. C'est juste parfait. Et on n'a pas l'habitude de voir ce genre de but à l'OGC Nice. Bertigno sur l'animation offensive, voilà, au-delà de la référence à Nicolas Pepe, est-ce que, bah, que ce soit Nicolas Pepe ou Sofiane Diop, ou même des joueurs plus défensifs, mais plus techniques et plus créatifs, comme Jordan Lotomba, comme Youssef Attal, est-ce que c'est pas ça qui manque aussi pour avoir une animation offensive un peu plus dynamique à l'OGC Nice? C'est pas pour blâmer ceux qui étaient là, mais bon, forcément, Pablo Rosario, même s'il n'a pas été horrible, on va dire qu'au niveau de l'apport offensif et de la touche technique, ça n'a quand même rien à voir avec les joueurs que j'ai pu citer. Kefren Turam, on s'est beaucoup reposé sur lui, et que c'est pas Ayoub Amraoui ou Melvin Barr qui pouvaient dédoubler, lui proposer une solution dans le couloir. Est-ce que pour toi, voilà, aujourd'hui, Mofi a heureusement su très très bien négocier des peu de ballons qu'il a pu avoir, même si, comme tu dis, c'est dans ses standards. Mais en fait, derrière l'activité de Gaëtan Laborde, ça semble assez compliqué pour l'OGC Nice de créer du mouvement. Ouais, bah, c'est exactement ça. Mofi et Laborde font quand même beaucoup d'appels devant, sont pas énormément trouvés non plus. Mais voilà, Mofi a été efficace à la finition, c'est ce qu'on lui demande, et il a rempli le contrat hier soir magnifiquement. Donc rien à dire là-dessus, mais c'est vrai que dans l'animation offensive, on manque de prise de risque, on manque de. Voilà, on a été trop timide. On a été beaucoup trop timide, et quoi qu'on dise, dans le football, il y a quand même énormément de différences qui se font par la prise de risque en 1 contre 1, par les dribbles, par les accélérations, et ça, j'en ai pas vu hier soir énormément. Donc forcément, à partir de là, on n'a pas non plus une équipe techniquement au niveau du Barça 2010, donc on n'a pas trop d'autres leviers à avoir, sachant que Thuram était quand même bien pris au milieu de terrain dès le démarrage. Donc au final, on a été bien bloqué, et vraiment on manque d'idées, on manque de prise d'initiative. Peut-être manque de confiance aussi sur ces prises d'initiative-là. Mais oui, une équipe très timide dans les intentions, qui a fait un petit peu le minimum offensivement. Messieurs, je vous propose de clôturer sur, en tout cas, notre débrief de cette rencontre-là, avant de se projeter sur la semaine prochaine. Ça arrive vite, ce match retour, hein, dès jeudi prochain. On a hâte d'y être. On espère que les Aiglons n'occulteront pas le match de championnat. Je vous avoue que moi, dans mon esprit, Brest, c'est ouais, c'est sympa, mais est-ce que ça peut vite passer pour qu'on se retrouve la semaine prochaine à l'Alliance Riviera, et on sera plus de 25 000. Le club vient de l'annoncer, hein, déjà plus de 25 000 billets vendus. Il faut, faut aller au maximum pour tutoyer la barre des 30 000 pour proposer une vraie ambiance, une vraie soirée européenne. C'est quand même le premier quart de finale à la maison depuis 63 ans, hein, ce n'est pas rien.
Clôturons sur le milieu de terrain, et moi ça va me servir de dossier perso pour clôturer cette partie de l'émission. Encore un match XXL de Aaron Ramsey, hein, qui petit à petit prend vraiment confiance. Hein. La question d'un départ s'était posée cet hiver. Bon, après, les mots étaient posés dessus. C'est notamment l'éloignement de sa famille aussi, qui lui a un peu coûté de l'énergie et de l'envie de se projeter à l'OGC Nice. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Puisqu'on vous le rappelle, on a parlé dans la dernière émission qu'une prolongation de contrat, déjà est actée pour 1 an, puisque c'était en option, mais c'est même une prolongation de 2 ans qui est à l'étude, de manière à ce que Aaron Ramsey puisse ramener sa famille et s'installer ici de façon un peu plus pérenne, et continuer à évoluer sur les couloirs de l'OGC Nice. Mais un match vraiment un match de patron. En fait, on sentait que c'était peut-être le joueur ou l'un des joueurs les plus expérimentés sur la scène européenne hier, parce qu'il a vraiment été partout. C'est lui qui essayait de redynamiser un peu cette équipe-là. On l'a vu pester contre ses coéquipiers quand ils abusaient de passes vers l'arrière. Vraiment, quand on voit ça, en fait, on se souvient de qui est Aaron Ramsey et de ce qu'il a pu montrer par le passé, surtout à Arsenal et même par moments à la Juventus. On a besoin de ce type de joueur-là, au profil, on va pas présenter qui est Aaron Ramsey, mais par rapport effectivement, comme tu l'as dit, son expérience, son vécu, son leadership. De toute manière, quand on fait un peu le bilan de cette première saison, parce on est quasiment à la fin de saison, même quand ça n'allait pas sous Lucien Favre, avant sa blessure, hein, c'était l'un des meilleurs, hein. Lorsqu'il l'alternait entre le 3-4-3, le 4-3-3, etc. À chaque fois, il avait un niveau de performance extrêmement régulier. Donc effectivement, là, depuis son retour de blessure, ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là. Je pense que on le dit, on le répète, il lui manque peut-être un peu plus de stats, des passes D, un peu de but, parce que c'est un gars qui est quand même attiré par la surface adverse. Mais hier soir, il a été au niveau du rendez-vous, c'est clair. Et c'est extrêmement rassurant, je pense, pour le projet de l'OGC Nice de pouvoir s'appuyer sur Aaron Ramsey pendant encore 1 ou 2 saisons. Bertigno sur Aaron Ramsey. Ouais, alors j'aimerais nuancer quand même parce que je dirais pas qu'il a fait un match exceptionnel non plus. Il a fait un match, à la hauteur de ce qu'on attendait, des autres notamment. Ouais, est-ce que c'est pas un Donc, des meilleurs niçois dans un marasme, dans un match moyen? voilà, pour moi c'est plutôt ça, il s'est montré au niveau dans un match où d'autres ne l'ont pas été, ou en tout cas pas comme il le fallait. Donc, non, c'est un joueur important parce qu'il donne de l'équilibre, quand on est en phase de possession, il dicte un peu le tempo, il se montre disponible, donc c'est un joueur très important, je pense, pour Didier Digard, sur qui il peut s'appuyer. Un joueur fiable qui est régulier, hein, de match en match globalement, il y a pas trop de baisse de performance. Après, c'est vrai qu'on peut en attendre un petit peu plus, offensivement, peut-être plus de prise de risque dans les passes avec sa qualité de pied. On se dit qu'il peut faire un petit peu plus de passes décisives peut-être, rechercher, certains axes de passe, un peu plus, verticaux. Mais, non, mais c'est vraiment un joueur très intéressant. Après un début de saison un petit peu compliqué, voilà, il s'est imposé. Il a montré qu'il était, un des patrons du milieu de terrain et qu'on pouvait s'appuyer dessus. Donc, je suis content qu'il ait ce niveau de performance-là. Honnêtement, au début de saison, j'avais des doutes et je suis content qu'il m'ait fait mentir et que, voilà, il s'impose, qu'il puisse continuer l'aventure chez nous. C'est une bonne chose. C'est un exemple aussi pour les jeunes joueurs qu'on a au club. Donc, tous les voyants sont au vert et j'espère il va continuer sur, ce niveau de performance. Bertigno garde la main, un élément qu'on n'aurait pas évoqué sur le match et que tu souhaiterais aborder. On a assez peu parlé de l'égalisation du coup en fin de rencontre. Alors on a parlé beaucoup d'erreurs d'alignement et de déficit d'arrêt décisif de Kasper Schmeichel. Donc en fait on en a un peu parlé en creux, mais que ce soit ce deuxième but ou autre chose que tu souhaitais évoquer. Moi, c'est vraiment alors je sais pas si c'est l'aspect mental ou l'aspect physique, mais c'est notre faculté à s'arrêter de jouer, à s'arrêter de vouloir tuer le match quand on a l'occasion de le faire. On revient miraculeusement au score en première mi-temps alors qu'on est dominé, on mène 2-1 et puis derrière, en deuxième mi-temps, je me suis dit qu'on allait vouloir tuer le match, mettre le 3-1 et se mettre en bonne position et au final,
Non, on a manqué d'ambition dans le jeu, on a manqué de volonté de faire mal à l'adversaire, en fait. Et puis on se laisse un petit peu endormir et on a subi et au final, bah, sur, on va dire une action où tu payes plusieurs erreurs, hein, je vais pas parler de Melvin Barr Très qui monte pas sur le attentiste. porteur du Mm. ballon sur le centre, Rosario pas au marquage au 2e poteau, donc ça fait beaucoup trop d'erreurs sur une seule et même action et au Schmeichel, final toujours on se pas fait souverain dans punir ses 6 mètres aussi, non hein. plus, voilà, qui ne sort pas, mais qui fait pas non plus l'arrêt miraculeux. Donc au final, tu payes beaucoup d'erreurs sur une même action et ça te coûte, ce but égalisateur, mais pour moi, tu dois essayer de tuer le match avant. Quitte à prendre un deuxième but, au moins essaye de mettre un Mm. max d'intensité et de tuer le match parce que je pense que sur le long terme, c'est plus porteur d'avoir cette mentalité-là plutôt que de se reposer sur un score, sur un match, aller d'une double confrontation. Donc j'espère qu'on va régler ce souci-là. Pancho, le mot de la fin, si tu as quelque chose à rajouter sur ce déplacement au Parc Saint-Jacques. Que effectivement il y a un match retour. Effectivement, le contenu n'a pas été impressionnant, mais que malgré tout, on est quand même dans une situation favorable pour le match retour et qu'on est à 90 minutes ou plus d'une demi-finale de Coupe d'Europe. Et on reste quand même sur voilà, des confrontations européennes où on doit peut-être accorder à tort peut-être un peu moins d'importance au contenu parce que il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Il y a tout l'aspect, on va dire, émotion qui aura à gérer. Mais il faut pas oublier que le parcours, il est honnête. C'est perfectible, on le sait. Mais la semaine prochaine, il faut qu'on clôture on va dire le travail et qu'on remporte ce match pour nous qualifier. Donc voilà, un petit brin d'optimisme par rapport à tout ce qu'on a pu dire jusqu'à présent. Alors parlons-en de ce match retour, c'est vrai, hein, 2 buts partout à l'extérieur. Alors il y a plus, de principe du but, enfin de l'avantage du but à l'extérieur, mais bon, malgré tout, ça veut dire que tu as encore, les clés en main, pour, t'imposer, quel que soit le score et te qualifier. On sait qu'en plus, et on en avait parlé avec Baptiste qui avait fait la présentation du FC Bâle dans notre émission que le FC Bâle était quand même très performant et très efficace à domicile et que c'était beaucoup moins vrai à l'extérieur. Donc si on en croit cette réalité-là, et ben du coup c'est peut-être plutôt positif sur les perspectives de qualification de l'OGC Nice. On est nous de notre côté sur une dynamique qui nous incite à la prudence. Naturellement, rien n'est fait. Mais on peut aussi regarder les résultats des autres clubs, hein, des 3 autres quarts de finale. La Gantoise, West Ham qui font match nul un partout. Donc voilà, hein, pareil, un match retour où il y a encore tout à décider. Bon, la Fiorentina qui a explosé Lech Poznan 4-1 en Pologne. Donc vraisemblablement 6 demi-finales il y a pour l'OGC Nice. Ce sera du côté de Florence, un beau déplacement, un déplacement facile à faire pour le peuple niçois qui était déjà près de 2000 Mm. en Suisse hier soir. Et par contre, là, je sais pas si on peut dire une surprise. Et de toute façon, le but de cette émission, c'est pas non plus d'analyser les résultats des autres matchs, mais Anderlecht qui l'emporte 2-0 à la maison face à la Z Alkmaar, qui faisait quand même un peu office d'épouvantail dans cette compétition. Donc voilà, il y a quand même des clubs qui sont soit dans une situation assez similaire à la nôtre, West Ham, soit dans une situation beaucoup plus délicate comme Alkmaar. Donc on peut voilà, voir ça de manière positive. Après, on se dit aussi que ça fait peut-être un peu peur pour une éventuelle demi-finale à Florence, mais on aura le temps d'en parler si jamais on arrive jusque-là. Je vous propose, messieurs, de finir cette émission, peut-être pas par un pronostic, mais pour vous, quels seront les enjeux de ce match retour? Comment le Nice doit aborder ça? Est-ce qu'on doit aller à la guet tous ensemble pour que au moins un de nos latéraux droits soit apte pour le match retour? Voilà. Comment est-ce que vous imaginez cette semaine? Le match à Brest au milieu, il va falloir le négocier? Et puis nos chances et nos perspectives de qualification selon vous? Digard a donné un peu des éléments de réponse en conférence de presse. Lui, je pense que c'est un gagneur. Il veut tout remporter. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des joueurs qui sont absents, donc il va être obligé de gérer. S'il doit faire un choix au niveau de la rotation, bien sûr que il faut faire tourner contre Brest parce que la priorité et le chemin le plus rapide et le plus court pour se qualifier en Coupe d'Europe, c'est la C4.
Maintenant, pour le match de la semaine prochaine, il faut être acteur, il faut être dans l'action, il faut pas être dans la réaction. Faut prendre le match à notre compte, comme on l'a fait contre Tiraspol à domicile, et jouer à 110% cette rencontre avec, je l'espère, peut-être un retour de Jordan Lotomba. Ça, on verra, mais je pensais pas dire ça un jour, hein, espérer autant un retour de Jordan Lotomba, mais il est essentiel dans ce dispositif-là, honnêtement. Donc voilà, Digard souhaiterait, je pense, comme nous tous, gagner ces 2 matchs, mais à choisir, demi-finale au bout, all-in sur jeudi prochain. Bertigno. Ouais, bah, moi je suis assez d'accord avec Pancho. Je pense que l'OGC Nice doit appuyer fort jeudi prochain. Je pense qu'on doit être vraiment acteur et qu'on doit mettre le paquet en termes d'intensité et en termes de volonté de marquer. Que si par chance on ouvre le score, qu'on ne s'arrête pas là-dessus et qu'on les étouffe, tout simplement, qu'on étouffe le FC Bâle et qu'on montre qu'on a des ambitions dans cette compétition-là. Donc après, au niveau des choix des hommes, ça va dépendre de qui est de retour. J'ai quand même peu d'espoir pour Lotomba. Je sais même pas s'il a repris l'entraînement collectif. Donc bon, pas beaucoup d'espoir de le voir. Au niveau des latéraux, je pense qu'on va encore un petit peu serrer les dents. Mais voilà, j'espère qu'on fera le nécessaire, qu'il y aura un petit turnover à Brest pour préparer ce match de la meilleure façon possible. Et puis nous, en tout cas en supporters, on sera derrière eux au stade. Donc on sera là pour les pousser, il y aura une belle ambiance et puis on va le faire tous ensemble. Je crois que je viens de tomber sur une stat folle. Je crois que la Fiorentina, ils sont sur 5 matchs d'affilée à l'extérieur en Conference League où ils mettent 3 ou 4 buts. Donc ça calme, voilà, c'est assez impressionnant, ce qui explique pourquoi la moitié de leurs joueurs trustent le tableau des meilleurs buteurs de cette compétition-là. Mais voilà, hein, 4-1 à Sivasspor, 4-0 face à Braga, et ça c'était juste sur la phase à élimination directe. Hein. Du coup, en poule, ils ont collé 2-3-0 aussi. Et ils se sont totalement relancés en championnat aussi. Hein. Il faut le souligner. Eux aussi sont sur une série d'invincibilité que nous, malheureusement, on ne connaît plus, mais du même genre depuis le début de l'année 2023. Messieurs, merci beaucoup de m'avoir tenu compagnie, d'être revenus sur cette rencontre-là. Hein. On attend désormais tous avec impatience de se retrouver au stade jeudi prochain en espérant connaître un moment tout simplement historique. Il n'y a pas d'autre mot, même si on l'a beaucoup utilisé ces dernières semaines, mais je pense qu'il n'est pas galvaudé. Et puis voilà, entre-temps, il y a un match à Brest sur lequel on reviendra dès dimanche dans notre débrief habituel. D'ici là, portez-vous bien et Issa Nissa. Issa Nissa.